Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la médiation professionnelle. Pour nous accompagner sur ce sujet, l'école EPMN, École professionnelle de la médiation et de la négociation. L'EPMN apporte aux personnes et aux organisations la garantie de la qualité de service en matière de formation à la résolution de conflits. Alors, quelle différence entre la médiation professionnelle et la médiation traditionnelle? Quelle est la réalité terrain? Pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants. Avec Jean-Louis Lascou, président de PMN, bonjour. Bonjour. Face à vous, Aïcha Sangaré, directrice générale de PMN. Bonjour à tous deux. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, la différence entre médiation professionnelle et médiation traditionnelle. La médiation, c'est une histoire qui est très ancienne dans la civilisation. Alors, il y a ces médiations qui sont des médiations traditionnelles. C'est l'intervention sous une forme d'autorité. Il y a un tiers qui intervient avec un objectif qui est donné par une autorité. Parfois, c'est l'autorité elle-même qui devient médiatrice et qui veut imposer une manière de voir les choses, peut-être parfois même une manière de pacifier. De pacifier, c'est-à-dire de faire la paix entre des parties qui sont en conflit. Avec la médiation professionnelle, on a une approche résolutoire. Et l'approche résolutoire existe parce qu'on a le référentiel de la qualité relationnelle. On sait de quoi est fait une qualité de relation. On sait comment une relation se dégrade. On connaît les invariants de la dégradation relationnelle. On connaît aussi les invariants du conflit. Parce qu'en fait, on peut s'apercevoir que tous les conflits ont les mêmes invariants. Alors, on a toujours l'impression que c'est unique de vivre un conflit. Un conflit, c'est unique émotionnellement. Mais en réalité, quand on regarde le conflit et la relation de manière complètement rationnelle, on s'aperçoit qu'il y a des invariants. Et c'est ce qui est typique de la médiation professionnelle, c'est d'avoir identifié ces invariants et d'avoir mis en place des processus structurés pour aboutir à la résolution des conflits. Alors c'est vrai que dans ce domaine, les risques psychosociaux sont beaucoup appréhendés finalement par les organisations, par la gouvernance, etc. La réalité terrain, à vos yeux? Les risques psychosociaux a fait rentrer dans l'entreprise tout un vocabulaire qu'on appelle un vocabulaire psychologisant, et de méfiance. Toutes les approches managériales aujourd'hui sont posées sur des concepts qui sont faux, telle que celle de Stephen Karpman, avec ce tripode qui est celui du bourreau, de la victime et du sauveur. Ce sont des inventions de l'esprit et qui nuisent à la relation managériale. Alors tout ça, moi je l'ai évacué, et on travaille sur l'idée que les gens ne le font pas exprès. Ce qui nous permet d'avoir une approche pédagogique de transfert de compétences, de transfert de savoir-faire. Et c'est très différent de tout ce qui peut exister, parce que si je prête une mauvaise intention à quelqu'un, c'est quand même très différent que si je constate qu'il ne sait pas faire autrement. Et quand vous dites que les personnes ne sont pas responsables de ces invariants, qu'ils subissent quelque part ces invariants, c'est un peu leur soustraire une certaine responsabilité finalement. Pour pouvoir être responsable, il faut pouvoir avoir les éléments de la responsabilité. C'est-à-dire, quand vous dites quelque chose, il faut avoir réfléchi pour savoir comment vous allez pouvoir vous comporter de manière responsable. Parfois, vous faites des choses et vous ne vous en sentez pas du tout responsable. Vous vous dites, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Eh bien, ça, c'est aussi de l'ingénierie relationnelle que d'avoir identifié le fatalisme fonctionnel. Quand vous dites c'est comme ça, c'est dans ma nature, vous ne vous sentez pas responsable de ce que vous faites. Mais pourtant, l'autre, il va vous dire, mais si, c'est pas parce que tu dis que c'est dans ma nature que tu n'es pas responsable de ta nature. Et il y a une confusion entre culpabilité, responsabilité et conception juridique de la responsabilité. Moi, je ne parle pas de droit ici. Je parle de pédagogie, d'évolution et de réalité. D'être à contre-courant, comme ça, de tous les prismes sociétaux, psychologiques qui sont quand même massivement représentés dans notre société aujourd'hui, est-ce que c'est entendu dans les entreprises que vous représentez? Alors, j'ai confiance, j'ai fortement confiance dans l'intelligence humaine. Je ne regarde pas les choses sous l'angle verre à moitié plein, à moitié vide. Je regarde tout simplement la réalité. Les gens ont envie de progresser. Et quand quelque chose les amène à réfléchir, eh bien, ils s'approprient ce qui va leur permettre de progresser. Et en l'occurrence, c'est une réflexion qui est complètement rationnelle. Vous avez évoqué tout à l'heure le référentiel d'ingénierie relationnelle. Quelle est sa spécificité ? Alors, la spécificité de ce référentiel de l'ingénierie relationnelle, c'est déjà de poser un concept qui est celui de l'ingénierie dans le champ de la relation.
avec la qualité de la relation, on fait de l'ingénierie relationnelle. Et on commence à savoir comment une relation se dégrade. On va étudier ça, mais comment très concrètement elle se dégrade. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que les conflits, dans un conflit, il y a des invariants, comme je l'évoquais. L'invariant, c'est par exemple chercher à contraindre l'autre. C'est un invariant d'un conflit. Chercher à lui adresser des propos insultants, à lui adresser des interprétations négatives, chercher donc à le contraindre et lui prêter de mauvaises intentions, ce sont 3 invariants. Ça, c'est de l'ingénierie relationnelle. Si je veux dégrader une relation avec quelqu'un, eh bien, je vais utiliser ce référentiel. C'est du référentiel de l'ingénierie relationnelle. Donc, je peux aussi savoir que si je conteste l'autre dans ses idées, de manière virulente, si je conteste aussi ses bonnes intentions, ne serait-ce que par rapport à lui-même, eh bien, je vais avoir 2 autres invariants ici. Hein, il y a un certain nombre d'invariants qui font l'ingénierie relationnelle. On peut savoir comment dégrader une relation et on peut savoir aussi comment la remonter, cette relation. C'est-à-dire que, je me disais initialement, si on sait comment dégrader une relation pour en faire un conflit, on doit pouvoir savoir comment la requalifier et refaire en sorte que la relation se restaure. Vous êtes convaincu de votre ingénierie relationnelle, vous la pratiquez depuis 20 ans. Est-ce que tout de même, il vous arrive d'essuyer quelques échecs? Des déceptions, peut-être. Sur une médiation, quand des gens sont pas d'accord, sont en conflit de manière durable, et qu'ils vont voir un médiateur professionnel, il y a 3 issues possibles dans les médiations, il n'y en a pas d'autres. Quelle que soit la forme, même s'il n'y a pas de médiation, il y a 3 issues dans toutes les relations. Là, quand vous êtes en affrontement avec quelqu'un, la situation fait que vous allez soit reprendre la relation telle qu'elle était avant, avec peut-être quelques adoucissements, un petit peu de temps pour pouvoir la reprendre telle qu'elle était avant. Vous vous êtes heurté avec votre conjoint, ou vous êtes heurté avec un collègue, vous êtes heurté avec un voisin, puis finalement, les choses reviennent comme avant. C'est-à-dire qu'on refait le barbecue avec les gens, les voisins, on retravaille comme avant avec le collègue, et on reprend la relation en faisant les petits plats ou la grimace, mais généralement c'est pas ça qui est agréable, on fait les petits plats avec le conjoint. Et donc, ça c'est la reprise de la relation telle qu'elle était avant. La deuxième possibilité, c'est aménager la relation. On sait ce que c'est qu'aménager une relation en ingénierie relationnelle, en médiation professionnelle. On voit parfaitement que les aménagements relationnels font que soit on reprend les mêmes éléments et on les bouge, on fait juste une modification de la manière de travailler ensemble, sans rien changer des responsabilités, ou alors on retire quelque chose, ou alors on ajoute quelque chose. Et la troisième issue, qui est souvent vécue par les médiateurs traditionnels comme étant un échec, en médiation professionnelle, ce n'est pas du tout un échec. Parce que c'est la rupture. On n'a pas une obligation de s'entendre. Et on peut s'entendre sur le fait qu'on ne s'entendra plus. C'est tout à fait normal de ne pas être obligé d'être en relation avec quelqu'un. Aïcha Sangari, je rappelle que vous êtes directrice générale donc, de cette école. Vos actions concrètes aujourd'hui? Alors, vous avez bien noté, au travers de ce que Jean-Louis vient de présenter, que la médiation professionnelle, c'est une expertise sur la thématique de la relation. Et donc, cela relève de la pédagogie. Tout le long, nous avons abordé cette question sous l'angle de la pédagogie. Et le PMN accompagne ce projet. Alors, bien entendu, nous sommes dans un contexte de changement sociétal global. Et aujourd'hui, il y a une école, le PMN, l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, qui accompagne et qui a développé une expertise sur tous ces sujets. Et donc, nous avons un volet de formation qui est très important pour permettre aux personnes de s'approprier non seulement la méthodologie d'intervention, mais aussi les outils. Donc, il y a 3 axes d'intervention pour les personnes qui viennent se former. C'est d'abord d'avoir des compétences en matière résolutoire sur tout ce qui concerne l'accompagnement d'un conflit, d'un litige. Surtout le PMN, la spécificité de l'EPMN, c'est d'apprendre et de sensibiliser les personnes à la qualité relationnelle. Et pour cela, nous avons des formations et les personnes viennent apprendre quels sont les invariants, les fondamentaux de la qualité relationnelle de manière à pouvoir le mettre en place dans les organisations et pour elles-mêmes aussi. Le 3e axe d'intervention pour les personnes qui se forment à l'EPMN est l'accompagnement de projet.
Aujourd'hui, le PMN a développé plusieurs formations. La formation principale est la formation de préparation au certificat d'aptitude à la profession de médiateur, qui permet d'exercer en tant que médiateur professionnel, soit en entreprise ou en externe, pour pouvoir intervenir en tant que médiateur en externe. D'accord. Indépendant, quand vous dites externe. Indépendant, tout à fait. Nous avons aussi créé des dispositifs, notamment le dispositif de médiation professionnelle internalisée, qui est vraiment, je dirais, le développement de l'EPMN. La médiation internalisée a été créée par l'EPMN. Et nous accompagnons au travers du dispositif de médiation professionnelle internalisée les acteurs qui interviennent dans l'entreprise de manière à favoriser une interaction entre les CODIR, les comités de direction, les partenaires sociaux et les salariés. Il s'agit aujourd'hui d'impacter les organisations avec un autre état d'esprit, de manière à favoriser, je dirais, les entreprises se réapproprient leur dialogue social, à vrai dire. Ben, elles n'ont plus le choix avec la 4e révolution industrielle. Je crois que là, même si elles voulaient occulter Simplement, ce volet... je pense qu'on peut revisiter la question du dialogue social. Nous avons d'autres formations. La formation de formateurs, puisque ces mêmes outils permettent, je dirais, à des formateurs de pouvoir travailler sur la transmission du savoir avec une vision différente, une vision en interaction avec les apprenants, dans une démarche vraiment pédagogique. Et nous avons aussi une dernière formation qui est la médiation de la consommation, qui est peut-être pas suffisamment connue aujourd'hui en termes de dispositifs, mais tous les commerçants aujourd'hui doivent nommer un médiateur de la consommation. C'est une obligation, ça fait partie des obligations légales. Et pour cela, il y a des médiateurs de la consommation. Et le PMN forme donc des médiateurs de la consommation. Nous avons effectivement bon nombre de formations, puisque nous pouvons même former des entreprises à la demande, des interventions à la demande sur l'accompagnement au changement. Le PMN intervient aussi au niveau international et depuis, nous avons développé le e-learning pour répondre à une demande qui est de plus en plus importante des personnes qui sont à distance et qui peuvent justement se former, s'approprier tous ces outils. Et c'est la méthodologie que propose le PMN sur les différentes thématiques que j'ai abordées juste avant. Merci d'avoir été avec nous et merci pour ces riches informations. Merci Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Experts.